Congolais et que les considérer comme un mouvement anarchiste, c'est à tort que le gouvernement de la République l'a fait. Donc, c'était une façon pour lui de faire la publicité de ce mouvement, de glorifier les actes perpétrés par ce mouvement terroriste. Dès lors, cet élément matériel est bel et bien retenu à sa charge, réuni à sa charge. En effet, en soutenant publiquement que la coalition FCM 23 représente les aspirations du peuple congolais et que c'est à tort que le gouvernement de la République démocratique du Congo la présente dans la coalition, comme un groupe anarchique, une marionnette du Rwanda, sans revendication, le prévenu a, par ses discours publics et approbateurs, fait l'apologie ou la propagande des crimes d'homicide intentionnels commis respectivement le 6 mai 2024 au camp des déplacés du Lushagala, le 27 janvier 2025 lors de l'occupation à force ouverte de la ville de Goma, ainsi que de tout autre crime de guerre commis par ces terroristes depuis le début des hostilités jusqu'à nos jours. De l'élément intellectuel. Pour que l'infraction soit établie, la notion de mauvaise foi est exigée. Il doit être établi que l'auteur savait préalablement que sa prise de position était contraire aux intérêts fondamentaux de la nation. Dans le cas d'espèce, le prévu en sa qualité d'ancien président de la République et de surcroît sénateur à vie, savait que le mouvement du M23, le mouvement du 23 mars M23, que jadis lui-même avait prétendument combattu en 2012 et 2013, était responsable de plusieurs crimes de guerre à l'est du pays. J'ai dit prétendument pourquoi. Puisqu'au départ, on croyait qu'il luttait effectivement contre ce mouvement, alors qu'en réalité, il a été démasqué à travers les propos du ministre d'État. Il était en réalité, au fait, le commandant en chef de ce mouvement-là. Voilà. Et qui ne pouvait pas, plusieurs années après, alors qu'il commettait des actes similaires en coalition avec l'Alliance du fleuve Congo, en sigle, AFC, affirmer publiquement que cette coalition représente les aspirations du peuple congolais, ce, au nom d'une certaine liberté d'expression. D'ailleurs, par son arrêt rendu le 2 octobre 2008, la Cour européenne des droits de l'homme a rappelé dans une affaire d'apologie du terrorisme que l'exercice du droit à la liberté d'expression était nécessairement limité dans une société démocratique. Les juges de la Cour européenne des droits de l'homme ont donc arrêté que la condamnation par la juridiction française d'un dessinateur pour avoir publié un essai symbolisant l'attentat du 11 septembre 2001 avec une légende pastichant le slogan publicitaire d'une marque célèbre « Nous avons tous levé le Hamas » l'a fait reposer sur le motif pertinent et suffisant. La Cour a donc tracé une ligne de démarcation nette et claire entre la liberté d'expression et l'apologie du terrorisme et d'autres crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Cour européenne des droits de l'homme, 2 octobre 2008, requête numéro 3609/03, affaire Le Roi contre la France. La troisième prévention, c'est la trahison. L'article 182.1 du Code pénal congolais, livre 2. A. Notion. Considéré comme un acte attentatoire aux institutions légitimes d'un État souverain ou à l'autorité établie, l'infraction de trahison est prévue et punie par les articles 181 à 184 du Code pénal congolais, livre 2e. Au terme de ces dispositions, toutes les formes de trahison sont punies de mort. B. Les éléments constitutifs. 4 éléments constitutifs sont requis pour caractériser l'infraction de trahison, à savoir l'élément légal, la nationalité de l'auteur de l'infraction, les éléments matériels et l'élément moral. Les dispositions légales étant déjà évoquées dans la partie introductive de l'analyse de cette infraction, il convient à présent d'approfondir les autres éléments constitutifs. 1. La nationalité de l'auteur de l'infraction. Elle est le point de distinction entre la trahison et l'espionnage. En effet, si pour la trahison l'auteur doit être de nationalité congolaise, il n'en est pas de même pour l'espionnage, qui ne peut être perpétré que par un sujet étranger, lire Boni Sijungu. Il y a des infractions de A à Z. Dans le cas d'espèce, prenant le contre-pied de l'accusation, la partie civile soutient que le nom porté par le prévenu
serait un nom politique et son identité véritable serait celle d'Hippolyte Kanangbe, d'autres ont parlé même de Kazembere et ainsi de suite. Hein? Ah, Kazembere, là. La démarche est certes légitime, mais elle ne peut en droit trouver son issue devant votre secours. Seul le gouvernement statuant en Conseil des ministres et seul détient compétence pour trancher une telle question. Je disais ceci. La démarche est certes légitime. N'est-ce pas? C'est un questionnement. Mais prenons le contre-pied de l'accusation. La partie civile, État congolais, soutient que le nom du prévenu est un nom politique et que son véritable nom est Hippolyte Kanambe. Bien que cette démarche de la partie civile soit légitime, c'est une démarche tout à fait légitime. Puisqu'au fait, vous avez produit des vidéos, vous avez fait des analyses. La démarche est certes légitime. Mais elle ne saurait légalement la faire aboutir devant votre discours. Ben, le tribunal militaire ou la haute cour militaire ne peut pas y statuer. N'a pas compétence pour statuer sur la nationalité. En cas de contestation de la nationalité congolaise, c'est le gouvernement qui, conformément à l'article 29 de la loi numéro 04/024 du 12 novembre 2024 relative à la nationalité congolaise, doit prononcer par décret délibéré en Conseil des ministres la déchéance de la nationalité congolaise de la personne incriminée, et ce, après avis conforme de l'Assemblée nationale. Voilà pourquoi nous encourageons nos amis des partis civils qui, à l'issue de ce procès, peuvent déclencher ce mécanisme-là auprès des instances compétentes. Les éléments matériels. Au terme de l'article 181 du Code pénal, livre 2e, les actes matériels de l'infraction sont constitués notamment par le fait de porter les armes contre la République démocratique du Congo, d'entretenir des intelligences avec une puissance étrangère ou avec ses agents pour engager cette puissance, entreprendre des hostilités contre la République démocratique du Congo ou pour lui en procurer les moyens, de livrer à une puissance étrangère ou à ses agents des ouvrages de défense, postes, ports, magasins, matériels, munitions, vaisseaux appartenant à la République démocratique du Congo. D'en avoir en vue de nuire à la défense nationale, détruire ou détruire un navire, un appareil de navigation aérienne, un matériel, une fourniture, une construction ou une installation quelconque ou qui, dans le même but, y apportera soit avant, soit après leur achèvement, des malfaçons de nature à les endommager ou à provoquer un accident. Dans le cas sous examen, jugé et condamné par la cour militaire de Kinshasa-Gombe, le prévenu Eric Nkuba a révélé l'existence de multiples contacts entre le condamné Nanga et le prévenu Joseph Kabila, tant avant qu'après la création de l'AFC. Il en est de même du condamné Kianga, qui a révélé la tenue à l'époque d'une réunion à Kigali, à laquelle ont pris part des généraux et autres officiers rwandais, des dirigeants du M23, ainsi que M. Corneille Nanga. Réunion au cours de laquelle ce dernier, qui était représentant personnel du prévenu Joseph Kabila Kabange, sera désigné en qualité de coordonnateur de la coalition MC-M23. Dans ses aveux, le condamné Eric Kuba a également décrit les échanges téléphoniques entre Nanga et le prévenu Joseph Kabila, au cours desquels il débattait sur les options envisagées, notamment l'assassinat de l'actuel chef de l'État, projet soutenu par le Rwanda ou son renversement par la force, solution de rechange soutenue par Kabila. Ce qui, à cet effet, confirme le statut de précité en tant qu'agent du Rwanda, puissance étrangère hostile à la RDC. Voilà. C'est le point 2 qui nous intéresse, qui dit, notamment le fait d'entretenir des intelligences avec une puissance étrangère ou avec ses agents pour engager cette puissance à entreprendre des hostilités contre la République démocratique du Congo ou pour lui en procurer les moyens. Puissance étrangère dans le cas de c'est le Rwanda. Je le tiens d'écrit, monsieur le président du Seigneur juge, comme je viens de le souligner. Derin Kuba qui a été longuement entendu par l'état-major renseignement. Monsieur le président du Seigneur juge. Il a même décrit le projet arrêté par le Rwanda en vue d'assassiner l'actuel chef de l'État.
Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. N'est-ce pas? Et puis, lui va conseiller aux Rwandais hein, la non-exécution de ce projet criminel, tout en proposant une solution de rechange. C'est-à-dire, au lieu de le tuer, il faut plutôt le chasser par un coup de force, de peur que vous puissiez le rendre héros national. Voilà, Monsieur le Président. Ici, au fait, la puissance étrangère de l'Europe, les agents sur le M23. Donc cet élément constitué bel et bien réuni dans le chef de prévenu. Outre les aveux des condamnés précités, le prévenu en sa qualité d'ancien président de la République et sénateur à vie s'est résolu de passer outre l'obligation générale de dignité, de patriotisme et de loyauté envers l'État à laquelle il est soumis en s'identifiant comme étant maître de la coalition FC M23 qui va rejoindre à Goma après un bref passage au Rwanda. Il ressort en définitive des faits tels qu'exposés que le prévenu Kabila a entretenu des intelligences avec le Rwanda, une puissance étrangère hostile à la RDC et ses agents, à savoir la coalition FCM23, qui a eu pour conséquence le déclenchement des hostilités contre la République démocratique du Congo. De l'élément moral, l'infraction de trahison n'est punissable que si la responsabilité morale de l'agent se trouve engagée. Celle-ci résulte de l'animus hostilis ou de l'intention de lèse-patrie manifestée par la personne visée à travers l'un ou l'autre acte spécifié par la loi. Dans son arrêt rendu RPA 009-06 du 28 juillet 2006, la Haute Cour militaire a jugé que l'élément intentionnel de l'infraction de trahison ou de complot est établi dès lors que le prévenu sait qu'il œuvre contre les intérêts de son pays ou que son entreprise est de nature à nuire aux institutions de celui-ci. Lire bulletin des arrêts de la Haute Cour militaire, année 2003-2010, deuxième édition, page 45 à 62. Dans ses conclusions, la partie civile estime que le prévenu n'étant pas un national, les faits lui reprochés doivent être qualifiés d'espionnage et non de trahison. Le ministère public a vu que le juge pénal, étant saisi des faits et non des qualifications, j'ai dit que le juge pénal étant saisi des faits et non des qualifications, il lui appartient de donner aux faits leur qualification adéquate. Le parti civil vous demande de requalifier. Vous êtes étant saisi des faits et non des qualifications. Il vous appartient justement de retenir la qualification la plus adéquate. Et du complot. Nous sommes en train d'adhérer, Monsieur le Président du Seigneur juge. Au terme de l'article 213 du Code pénal congolais, livre 2e, il y a complot dès que la résolution d'agir a été arrêtée entre deux ou plusieurs personnes. Le législateur ayant défini de manière claire le complot, il y a lieu d'examiner les éléments constitutifs. Les éléments constitutifs. L'analyse conjointe des articles 195, 196 et 213 du Code pénal congolais, livre 2e, révèle que le complot requiert pour sa réalisation d'abord une résolution d'agir suivie d'un accord entre plusieurs personnes, c'est-à-dire une entente pour commettre une infraction. Cet accord doit être accompagné d'un dessein commun, c'est-à-dire d'un plan concerté pour atteindre un objectif illégal plutôt. De plus, il faut que les comploteurs aient participé à la préparation de l'infraction et qu'ils aient incité d'autres personnes à y prendre part. Enfin, il est nécessaire de prouver que cet accord ou les actions qui en découlent ont été effectuées dans le but de commettre un acte criminel. La résolution d'agir. Il est évident que la pensée est libre et la loi ne la punit pas, même si elle est criminelle. Mais si cette pensée criminelle se transforme en un décès, la pensée est libre. N'est-ce pas? La loi ne la punit pas, même si elle est criminelle. Donc lorsque vous êtes en train de penser là, de commettre une infraction, vous savez, on dit la pensée est libre. N'est-ce pas? La loi ne la punit même pas, même si elle est criminelle. Mais si cette pensée criminelle se transforme en un dessein, nous avons alors ce que l'on appelle la résolution, qui est un élément de complot. Celle-ci implique une volonté précise bien arrêtée. Il importe peu qu'elle soit comme il est habituel, tenue secrète, ou au contraire, comme il peut se faire, elle soit
ou rendu public ou simplement connu des autorités. De même, le crime est constitué même si la résolution est conditionnelle ou si elle est assortie d'un terme incertain. Lire Encyclopédie Dalloz, volume complet cité par le général Ikulia Bolongo dans son réquisitoire du 20 août au 1er septembre 1975 dans le procès des conspirateurs. Dans le cas sous examen, la résolution d'agir s'agissant de prévenir Joseph Kabila Kabange a été manifestement par sa légitimation des actes terroristes et des crimes graves commis par la coalition AFC M23. Il a légitimé ces actes. Il a considéré que ce mouvement-là représentait les aspirations du peuple congolais. Il a déclaré. Et son porte-parole, le nommé Ikayabin Karoubi, est allé dans le même sens. Il a déclaré publiquement aux États-Unis que le prévenu poursuivait les mêmes objectifs que le M23. Donc ils étaient dans le complot, monsieur le président, distingué juge. En effet, le refus par lui de dénoncer et de condamner les actes perpétrés par la dite coalition constitue une preuve par excellence et confirme la thèse irréfutable selon laquelle il est à la base de la création de l'Alliance Fleuve Congo, AFC en sigle, tel que démontré par l'homme d'État, le ministre Moïno Zangui. 2. Une résolution concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs personnes. L'essence du complot réside dans l'entente entre plusieurs personnes pour commettre une infraction. Ainsi, le complot n'existe que dans la mesure où il y a entente entre plusieurs personnes qui se concertent pour agir. Autrement dit, dans la mesure où il y a réunion des volontés coupables dans un même but, ou mieux encore, fusion de ces volontés coupables dans un même but. Général Ikulia Bolongo, lire réquisitoire, procès de conspirateurs du 20 août au 1er septembre 1975, page 56. Dans le cas sous examen, cette entente a eu lieu entre, d'une part, le condamné Corneille Nangaa et les autres acteurs de la coalition FCM 23 et d'autre part avec le prévenu Joseph Kabila Kabange. En effet, dans ses déclarations actées sur procès verbal et différentes feuilles d'audience, le condamné Eric Nkouba a soutenu qu'avoir en date du 15 mai 2024 à Kampala entendu le prévenu Joseph Kabila Kabange converser avec le condamné Corneille Nangaa, que les deux sont restés en contact étroit et ils discutaient sur le modus plutôt operandi portant sur l'assassinat du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, projet envisagé par les dirigeants rwandais ou carrément de le chasser du pouvoir par un coup d'État, évitant ainsi de faire de lui un héros national. J'avais tout à l'heure lu ce procès verbal, monsieur le président, à votre intention, ce procès verbal J au dossier. Les révélations faites par Eric Nkouba attestent qu'il s'agit bel et bien d'une résolution d'agir de manière concertée et arrêtée entre Kabila Nangaa et le reste des acteurs de la coalition. Oui, il y a eu concertation, monsieur le président, entre le prévenu ainsi que les autres membres de la coalition, puisqu'ils échangeaient à ce propos. Donc, la résolution avait été arrêtée. L'objectif recherché, il faudrait éliminer physiquement le chef de l'État, et finalement, lui va proposer une solution de rechange. Ça dit que non, il faut le chasser par coup d'État, de peur de faire de lui un héros national. Vous savez, monsieur le président du Seigneur juge, le chef de l'État actuel, lorsqu'il a pris le pouvoir, il a posé un acte extraordinaire. N'est-ce pas? Il a dédié ce pays entre les mains de Dieu. Donc, il jouit de la protection divine. C'est comme ça que tous ces comploteurs-là, on finit toujours par les arrêter, monsieur le président du Sénat, les juges. On finit toujours par les arrêter. 3. Le but poursuivi par le comploteur. Le dessein commun doit porter sur un objectif commun, un plan précis pour réaliser l'infraction. Et dans la conception et la matérialité de ce plan, chaque participant doit avoir joué un rôle dans la préparation ou l'exécution de l'infraction, ou avoir incité d'autres personnes à y prendre part. En l'espèce, le complot a été arrêté depuis longtemps et le but aura été de détruire ou de changer le régime constitutionnel. D'ailleurs, dans son discours fait à l'étranger en date du 23 mai 2025, largement diffusé dans les médias en ligne,
le prévenu Joseph Kabila Kabange a clairement exprimé sa détermination à bouter dehors le régime en place à Kinshasa, qui qualifie de dictatorial, cristallisant ainsi la résolution d'agir de manière concertée. Acte matériel. La résolution de commettre l'infraction doit se manifester par des actes concrets, des actions qui tendent à la réalisation de l'infraction. En l'espèce, le complot ourdi a occasionné comme acte matériel concret l'occupation à force ouverte de plusieurs territoires dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Les crimes de guerre par homicide intentionnel, par viol, torture et déportation. Je disais, la résolution de commettre l'infraction doit se manifester par des actes concrets, des actions qui tendent à la réalisation de l'infraction. Justement, le complot ourdi a occasionné des actes matériels concrets. L'occupation à force ouverte des deux provinces, les actes d'homicide perpétrés, les viols, les pillages et ainsi de suite. L'élément moral. Il est nécessaire de prouver que les participants avaient la volonté de commettre l'infraction visée. En effet, l'élément moral du complot se réfère à l'intentionnalité malveillante et à la préméditation qui caractérise un complot. Il ne suffit pas qu'il y ait une entente entre plusieurs personnes pour qu'il y ait complot. Il faut aussi que cette entente ait pour but de nuire ou de commettre un acte illégal. Dans le cas d'espèce, le prévenu Joseph Kabila Kabange s'est résolu de concert avec le condamné Corneille Nangaa de changer le régime constitutionnel en place en renversant l'actuel président de la République par la force, et ce, sachant qu'un tel acte était susceptible de semer le désordre et la désorganisation au sein du pays. La prévention suivante, c'est la 5e, Monsieur le Président, c'est l'organisation d'un mouvement insurrectionnel. C'est la toute dernière prévention avant de passer à l'appréciation de preuves. Définition. Terme de l'article 136 du Code pénal militaire constitue un mouvement insurrectionnel, toute violence collective de nature à mettre en péril les institutions de la République ou à porter atteinte à l'intégrité territoriale. L'article 139 de la même loi réprime le fait de diriger, d'organiser ou de commander toute violence collective de nature à mettre en péril les institutions de la République ou à porter atteinte à l'intégrité du territoire national. Il y a lieu de relever que, contrairement à la participation à un mouvement insurrectionnel, prévu aux articles 136, 136 et 138, la triple infraction de l'article 139 n'est point plus rare. C'est-à-dire l'une ou l'autre de ces infractions peut être perpétrée par un seul individu ou par plusieurs, mais en participation criminelle. Il convient de noter que ce comportement criminel énerve au premier chef le constituant congolais, puisqu'il proclame à son article 52 de la Constitution, je cite, « Aucun individu ou groupe d'individus ne peut utiliser une portion du territoire national comme base de départ des activités subversives ou terroristes contre l'État congolais ou tout autre État. » Les notions importantes étant précisées, il importe d'examiner les éléments constitutifs de la triple infraction de l'article 139 dans le cas des faits de la présente cause. L'acte de direction et de commandement n'entrant pas en ligne de compte dans les faits de la présente affaire et ne sera pas abordé. Je dis que l'acte de direction et de commandement n'entrant pas en ligne de compte, puisque nous allons nous limiter à l'organisation. Il y a lieu d'analyser les éléments constitutifs, il y a lieu d'analyser respectivement les éléments matériels et l'élément intentionnel commun aux trois faits infractionnels. Les éléments matériels, il importe d'examiner l'élément spécifique à chaque fait punissable, sans oublier que l'un ou l'autre de ces faits doit porter sur la violence collective, formant légalement le mouvement insurrectionnel. A. L'élément matériel spécifique de chaque infraction. L'analyse d'éléments matériels spécifiques se justifie par l'autonomie de chaque acte délictueux qui, pris isolément, suffit à établir pleinement l'infraction définie par la loi lorsque la responsabilité morale de l'agent est établie. L'acte d'organisation. Nous, je l'ai dit, on ne parle pas de l'acte de commandement, mais plutôt de l'organisation, ou de direction, mais plutôt de l'organisation. Le concept organisation s'entend de toute action délibérée consistant à préparer ou assurer la mise en œuvre d'une entreprise subversive destinée à compromettre gravement l'ordre public, voire à mettre en péril l'existence de l'État. Cette action peut être concrétisée notamment par le recrutement des membres du mouvement, leur entraînement, c'est le cas d'espèce, ou la formation. Je vous ai même dit, il est allé justement clôturer la formation
la formation, justement, des recrues, des personnes qui avaient été prises de force et puis entraînées jusqu'à Rumongabe pour une formation militaire. Et c'est lui, justement, qui a clôturé cette cérémonie. Je disais, cette action peut être concrétisée notamment par le recrutement des membres du mouvement, leur entraînement, formation, l'achat ou la fourniture des armes, munitions, des lieux d'entreposage, la fourniture des moyens pécuniaires. Il a donné beaucoup de moyens. Je vous ai dit, Papa Ayen Zalesili, ou logistique, l'acquisition des moyens de substance, même aux dépens des institutions publiques ou privées et des particuliers, les campagnes de conquête morale ou d'intimidation des populations locales. Oui, les personnes avaient été sérieusement intimidées, torturées, malmenées. Donc, c'était vraiment des campagnes d'intimidation. Lorsqu'ils ont pris à force, vous faites la petite de Goma, monsieur le président, ils passaient de maison en maison, de porte en porte, juste pour terroriser, enlever, arrêter. Lorsqu'on fait, non, voilà, c'est une famille militaire, on prend toute la famille. On la déplace, on torture pour chercher à connaître où se trouve le papa ou le militaire qui était engagé, monsieur le président du Sénat. Donc, ce sont des campagnes justement d'intimidation qui avaient été perpétrées par le prévenu et sa bande. Il en ressort que l'organisation du mouvement insurrection constitue tant un acte de mise en forme que de planification. Bref, l'acte d'organisation se révèle comme la cause première du mouvement insurrectionnel, peu importe qu'il ait produit ou non des effets néfastes. Dans le cas sous examen, considéré comme l'un des initiateurs de l'Alliance Fleuve Congo FC en sigle, le prévenu s'identifia donc recruter plusieurs cadres du mouvement, dont Corneille Nanga, à qui il a confié le rôle de porte-étendard du mouvement subversif. Outre le recrutement, le prévenu a également assuré l'approvisionnement en divers moyens aux insurgés de l'élément matériel. L'organisation doit porter sur les actes de violence, collectivement formant légalement le mouvement insurrectionnel, c'est-à-dire ceux de nature à mettre en péril les institutions de la République ou ceux susceptibles de perturber le fonctionnement normal de l'entité étatique. Dans les cas sous examen, en sa qualité de l'un des initiateurs de l'AFC, du patron du mouvement, le prévenu a contribué de manière significative au recrutement des insurgés, à la logistique du mouvement, ainsi qu'aux autres activités, notamment celles organisées au Kenya pour rendre public l'AFC comme mouvement politico-militaire. C'est l'élément moral. L'organisation demeure une infraction éminemment intentionnelle. À cet égard, elle doit être réalisée de manière libre et consciente. C'est-à-dire que l'auteur dont le champ d'application n'est point limité à une quelconque qualité, doit respectivement et lucidement savoir qu'il assure l'organisation des mouvements insurrectionnels. En un mot, le législateur exige de la part de l'agent de conception de cette infraction une action délibérée, perpétrée en connaissance du caractère subversif du mouvement, mis sur pied avec le concours d'autres membres. Dans les cas d'espèce, l'effet de la présente cause, ainsi que les éléments de preuve recueillis, attestent que c'est de manière intentionnelle et délibérée que le prévenu a organisé à travers la coalition FCM 23 une violence collective de nature à mettre en péril les institutions de la République ou à porter atteinte à l'intégrité du territoire national. Droit à appréciation des preuves accusatoires retenues. En droit, la théorie de l'appréciation des moyens de preuve concerne la manière dont le juge évalue la crédibilité et la valeur probante des éléments de preuve présentés par les parties lors d'un procès. L'appréciation des preuves n'est pas arbitraire, mais doit respecter les principes et les règles spécifiques, notamment en matière de loyauté et de légalité de la preuve. Ainsi donc, la notion d'appréciation de la preuve se résume en termes de la crédibilité, la valeur probante, la libre appréciation, la loyauté et la légalité de celle-ci. En résumé, l'appréciation de la preuve est une étape cruciale qui exige du juge une analyse rigoureuse et transparente des éléments présentés dans le respect des principes juridiques applicables. Dans le cas sous examen, il ressort clairement que les juges de la haute cour militaire que vous êtes prendront en considération, entre autres, ce sont les éléments de preuve accusatoires, les aveux des condamnés Erin Kuba et Kianga dans la cause inscrite sur le RP numéro 440/024 et 441/024 opposant le ministère public au prévenu Corneille Nanga et consort,
la compilation des violations et atteintes aux droits de l'homme documentées par le Bureau conjoint des Nations Unies de janvier 2025 à ce jour, de nombreuses déclarations faites par le prévenu personnellement dans ses discours et interviews faits à l'étranger, la présentation orale du haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, des révélations accablantes faites par le ministre Moïndo Zangui, des déclarations de l'un des plus proches collaborateurs du prévenu à la personne de M. Kikaya Bine Karoubi, ainsi que d'autres pièces versées au dossier. D'ailleurs, les images d'enterrement des victimes, des personnes, de 8000 personnes qui avaient été, au fait, tuées, massacrées. Les images avaient été, Monsieur le Président, visionnées par votre haute cour. Il s'agit donc des preuves rigoureuses, crédibles et cohérentes qui, logiquement, entraînent la responsabilité pénale individuelle du prévenu Joseph Kabila Kabange. Par ailleurs, il convient de relever qu'en matière de poursuite des crimes internationaux, la jurisprudence internationale a dégagé un certain nombre de principes en ce qui concerne l'administration de la preuve. Il s'agit notamment, ça c'est la jurisprudence internationale, il s'agit notamment des principes suivants. La liberté de la preuve. L'accusation ne doit pas démontrer pour chaque meurtre individuel l'identité de la victime et l'auteur direct, ni le nombre exact de victimes. La Chambre de première instance observe qu'il y a lieu, sans doute possible, de nombreux meurtres, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du camp. Toutefois, il n'a été et ne sera jamais possible d'identifier au cas par cas les auteurs directs de ces meurtres et leurs victimes. Il n'empêche que la Chambre de première instance constate, même sans connaître le nombre exact de victimes, que les meurtres ont été commis à un moment. TPIR, affaire Tadjik, Chambre de première instance, jugement paragraphe 201. Il n'y a pas d'obligation de fournir des certificats de décès. Non. Ça, c'est la jurisprudence internationale. Il n'y a pas de... Il ne faut pas dire, oh non, voilà, l'officier public n'a pas su démontrer que X, ou bien le chef de localité avait été tué. Non. Il dit, non, il n'y a même pas besoin de produire au fait le certificat de décès. Qu'il n'y a pas d'obligation, ça c'est la jurisprudence internationale, de fournir des certificats de décès pour prouver le meurtre dans un contexte de crime de masse. Il n'est pas nécessaire de démontrer que le corps des victimes ont été retrouvés pour prouver leur mort. Ça c'est extraordinaire, Monsieur le Président. TPIR, affaire Sefer Alovitch, Chambre de première instance, jugement paragraphe 37. Monsieur le Premier Président et honorable membre de la Haute Cour militaire, les faits hautement répréhensibles reprochés au prévenu Kabila Kabange Joseph et que nous venons d'établir, tant en fait qu'en droit, ont causé d'énormes préjudices à la République démocratique du Congo et à l'ONG des orphelins. Les dits préjudices sont à la fois moraux, matériels et financiers, conformément aux principes des articles 77 du statut de Rome, de la Cour pénale internationale, 258 et 259 du Code civil congolais, livre 3e, les victimes se sont constituées parties civiles et postulent leur droit à la réparation. Vous avez suivi, Monsieur le Président, distingué juge, l'intervention des parties civiles. Mais ils ont travaillé d'une manière méthodique. Ils ont mené des enquêtes sur terrain. À la DG, ils étaient là, à la DGDA, ils étaient là. Hein? Donc c'était des enquêtes fouillées. Et ils ont apporté les éléments d'appréciation, Monsieur le Président, des éléments fiables d'appréciation. Là où il y avait des doutes, elles vous ont demandé pour ces parties civiles de vous réserver. Mais sinon, le travail était très très bien fait. Alors je félicite mes alliés des parties civiles pour le travail abattu, Monsieur le Président du Seigneur juge. L'article 75 du statut de Rome de la Cour pénale internationale dispose notamment que la Cour établit des principes applicables aux formes de réparation, telles que la restitution, l'indemnisation ou la réhabilitation accordée aux victimes ou à leurs ayants droit. La Cour peut, sur cette base, sur demande ou de son propre chef, dans des circonstances exceptionnelles, déterminer dans sa décision l'ampleur du dommage, de la perte ou du préjudice causé aux victimes ou à leurs ayants droit, en indiquant les principes sur lesquels elle fonde sa décision. La Cour peut rendre contre une personne condamnée une ordonnance indiquant la réparation qui convient d'accorder aux victimes ou à leurs ayants droit, réparation pouvant prendre notamment la forme de l'indemnisation. La Cour peut décider que l'indemnité accordée à titre de réparation soit versée par l'intermédiaire du fonds visé à l'article 79. Le point 6 de l'article 75 du statut dispose que les dispositions du présent article s'entendent sans préjudice des droits que le droit interne ou le droit international reconnaissent aux victimes.
En droit interne congolais, l'article 258 du Code civil, livre 3, qui pose le fondement de la responsabilité civile, stipule: tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. C'est l'article 258 du Code civil, livre 3e. Il appelle de ces dispositions légales que la responsabilité civile est assujettie aux trois conditions suivantes: l'existence d'un fait générateur, l'infraction en l'occurrence, l'existence du préjudice, donc dommage subi, le lien de causalité entre le fait générateur et le préjudice subi. Donc le lien de causalité entre l'acte posé et le préjudice subi. Dans leur note de plaidoirie, les avocats de la partie civile RDC ont non seulement établi l'ensemble des préjudices subis par la République démocratique, mais aussi rapporté le lien de causalité entre les faits et les préjudices qui en ont résulté, par la considération selon laquelle le préjudice dont a souffert la partie civile n'aurait pas dû l'être si le prévenu Kabila Kabange Joseph n'avait pas résolu de s'associer, de soutenir et de commettre les faits mis à sa charge, sous réserve des préjudices qui n'ont pas connu l'évaluation chiffrée et pour lesquels la Cour de CA a été priée de se réserver. Les autres préjudices ont été évalués. Au nom de la loi, le ministère public demandera à la haute cour de dire recevable et fondé les actions civiles mises par les victimes et de condamner les prévenus au paiement plutôt des dommages et intérêts à leur profit. Réquisition des peines. Par ces motifs, vu la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée par la loi numéro 011/02 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution, spécialement en ces articles 104 alinéa 7, 107 alinéa 2 et 153. Vu le statut de Rome de la Cour pénale internationale, spécialement en ces articles 75 et 78.3. Vu la loi numéro 023/2002 du 18 novembre 2002 portant Code judiciaire militaire, spécialement ces articles 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 27, 34, 37, 41, 42, 43, 56, 61, 77, 79, 96, 97, 100, 130, 214, 225, 226, 231, 237, 243, 249, 320, 326 et 327. Vu le décret du 6 août 1959 portant Code de procédure pénale. Vu la loi numéro 024/2002 du 18 novembre 2002 portant Code pénal militaire, spécialement ces articles 1, 2, 3, 136, 139 et 206. Vu le décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal congolais tel que modifié et complété par la loi numéro 015/22 du 31 décembre 2015, spécialement ces articles 21 bis, point 1, 195, 196, 182, 213 et 233, dans 223 plutôt, faisant droit, requérons qu'il plaise à la haute cour militaire de dire établi en fait comme endroit de prévention des crimes de guerre, d'apologie ou de propagande d'actes terroristes et des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, de trahison, de complot et d'organisation d'un mouvement insurrectionnel mis à charge du prévenu Joseph Kabila Kabange, sénateur à vie, de le condamner en conséquence, sans admission de circonstances atténuantes, pour crime de guerre par homicide intentionnel à la peine de mort, pour crime de guerre par viol à la peine de mort, pour crime de guerre par déportation à la peine de mort, pour crime de guerre par torture à la peine de mort, pour crime de guerre par attaque contre les biens protégés à la peine de mort, pour apologie ou propagande des actes des crimes de guerre, puisqu'ici on parle de la moitié de la peine prévue pour ces différents actes, n'est-ce pas? La moitié de la peine. Là, je prends 20 ans. Pour trahison à la peine de mort, pour complot, c'est ça le maximum, 15 ans, c'est la principale, pour organisation d'un mouvement insurrectionnel à la peine de mort, de faire application des articles 7 du Code pénal militaire et 78.3 du statut de Rome de la Cour pénale et de ce fait ne prononcer qu'une seule peine.
la plus forte, à savoir la peine. De le condamner également au paiement de frais d'instance à tarifier par le greffe de votre haute cour payable dans un délai de 8 jours, francs ou à défaut, subir 60 jours de contrainte par corps en cas de non-paiement dans ce délai. De confirmer la mise sous séquestre des biens devenus Joseph Kabila, la banque, de le condamner en outre à telle autre peine que la haute cour militaire entendra en bonne justice être convenable et juste, d'ordonner son arrestation immédiate. Ainsi, vous aurez rendu justice à la nation congolaise. J'ai dit, je vous remercie. Il est interdit d'applaudir dans la salle. La haute cour prend acte de vos réquisitoires et promet d'en délibérer. Partie civile, vous avez un mot par rapport au réquisitoire du ministère? Merci beaucoup, Monsieur le Premier Président, Messieurs de la Cour. Les parties civiles n'ont pas qu'un mot. Ici, les partis civils voudraient lever tout équivoque par rapport à la réserve indue de notre allié, le ministère public. Parce que notre allié nous dit que notre démarche est légitime sur l'espionnage. Parce que pour nous, la partie civile a suffisance de moyens. Nous allons vous démontrer. Non, c'est... Oui, c'est une façon de réagir par rapport à la qualification synchrone que nous avons qualifiée d'espionnage. Parce que l'espionnage, c'est les mêmes faits, même condamnation, même peine, ce que je voudrais dire, mais que le ministère public... Oh, je pense que ma voix porte, ça devait passer. Donc, le ministère public tient à la trahison, mais néanmoins, il vous laisse l'ouverture en disant, comme l'enseignent tous les grands procéduriers, dont Rubens Antoine, que la qualification appartient au juge. C'est pourquoi les parties civiles, à suffisance de preuves, vous ont démontré en matière pénale, quand il y a des présomptions graves, concordantes et constantes, il n'y a aucun doute. Kabila est rwandais. Il s'appelle Kanambe Hippolyte. La constitution rwandaise est là. Je passe d'abord par les présomptions. M. Kabila, aujourd'hui là, est gardé par les forces spéciales rwandaises. Quand il veut venir à Goma, il passe par le Rwanda, obtient des instructions de M. Kagame. M. Kabila se réunit d'abord avec les Nanga et les autres au Rwanda avant de venir à Goma. Et quand il est à Goma, il loge dans les frontières rwandaises. C'est là qu'il tient ses réunions.
et M. Kabila n'a jamais été à Kinshasa pour faire l'ADN avec les enfants biologiques, les ayants droit légitime de M. Laurent Désiré Kabila, entre autres Etienne Kabila, Ibrahim Kabila et tous les Kabila. Kabila, Laurent, les pièces parlantes, écrites, les recherches que nous avons faites démontrent que Papa Kabila avait 25 enfants, issus de plusieurs femmes, environ 13 femmes. Et de ces enfants-là, on ne connaît que 3 prête-noms, pseudonymes, tantôt sobriquets. Et c'est pour cela que nous, quand nous lisons la constitution rwandaise, parce que lui est rwandais, on dit à l'article 25, droit à la patrie et à la nationalité. Premier alinéa, tout Rwandais a droit à sa patrie. Et lui tient à sa patrie, c'est par là qu'il entre au Congo. Que ce soit à l'époque de l'AFDEL en 96, il est entré par le Rwanda. Aucun Rwandais ne peut être banni de sa patrie. Alinéa 2. Tout Rwandais a droit à la nationalité rwandaise. Alinéa 3. La double nationalité est permise. Donc, il était ici comme Congolais. Quand il va au Rwanda, là, il peut obtenir le passeport rwandais et se promener partout au monde comme il l'est là. Parce que la législation, la constitution rwandaise permet la double nationalité. Nul ne peut être déchu de sa nationalité rwandaise d'origine. Et la loi sur la nationalité vous sera lue par mon excellent confrère Maître Kabengela pour vous démontrer que partant de la législation rwandaise en vigueur, partant des présomptions graves, concordantes et constantes, il est inimaginable, heureusement que le ministère public a laissé une vertu en vous donnant votre apanage, le vrai, c'est-à-dire la qualification, vous appartient. Et nous, qui accompagnons l'allié ministère public, nous disons non, notre allié, vous avez bien fait, malgré votre position, qui est scientifiquement plausible. Mais parce qu'en droit pénal, avant la clôture des débats, tous les moyens de preuve sont permis. Et entre autres moyens de preuve, c'est ces présomptions graves, constantes et concordantes que Kabila est rwandais. Et pour en finir, je crois que le confrère Kabengela a même la loi. Il peut vous lire la loi de la nationalité rwandaise. Non, c'est la même idée, confrère. Premièrement, Monsieur le Premier Président, je dois saluer le savoir-faire du ministère public. Ce grand dossier, il le porte seul. J'ai déjà vu des chefs d'office de parquet qui se font accompagner des collaborateurs de façon que si jamais il lui arrivait de faire tomber un papier, que cela lui soit apporté. Je salue son niveau d'organisation intellectuelle d'abord et comment il a pu porter ces dossiers. Mais nous prenons distance vis-à-vis, comme vient de le dire Maître Richard Bondo, de notre allié sur le point suivant. Le ministère public s'est réservé sur la peine que nous lui avons suggérée, la peine de confiscation spéciale. Et nous lui avons donné les motifs pour lesquels cette peine a droit d'être prononcée. Et cela ne doit pas venir de partie civile. En effet, si le prévenu a la facilité de financer les organisations criminelles,
c'est parce qu'il a acquis une grande richesse qui lui sert de financement des actes terroristes et d'autres infractions. L'agence française dont nous avons lu la publication dit qu'en ordonnant la confiscation spéciale, on met un frein à la récidive et à la continuité des crimes. Le ministère public dit notre démarche tendant à la réqualification des faits est légitime et que vous êtes souverain, mais ne nous suit pas dans cette démarche. Nous recommandons une démarche qui n'a pas de chance d'aboutir, je vais le démontrer. Premièrement, lorsque je lis la décision de renvoi et la citation a prévenu, le ministère public lui-même s'est réservé de dire que Kabila est congolais. Notez que nulle part il est dit qu'il est des nationalités congolaises, tant sur la décision de renvoi que sur la citation a prévenu. Il est affirmé dans la citation à comparaître ainsi que dans la décision de renvoi qu'il aurait eu pour mère Madame Sifa Mahania. Voici les enfants, le nom des 6 enfants que Madame Sifa a eu. Il s'agit de Joséphine, Cécile, Massengo, Gloria, Kiki et Maggie. Nous n'avons pas un Joseph là. Nous n'avons pas Hippolyte Kanambe parmi les enfants. Au-delà, le ministère public nous conseille de saisir le conseil du ministre qui a le pouvoir de déchoir. Mais en amont, il doit y avoir l'existence de la nationalité, parce qu'on ne va pas demander que l'individu soit déchu de quelque chose qui n'existe pas. La question que nous avions soulevée hier, est-ce que le ministère public a dans les dossiers la seule preuve qui établit que Kabila le prévenu est congolais? Voici la loi rwandaise sur la nationalité du moment où il naissait. Nous avons l'article 1er de la loi du 28 septembre 1963. Il est dit ceci, sur la nationalité rwandaise. Et rwandais, tout individu né d'un père rwandais ou dont la possession d'État de Rwandais est établie. Contrairement à chez nous, nous n'avons pas la possession d'État de Congolais. Le Rwanda admet la possession d'État de Rwandais. C'est ça la différence. La possession d'État de Rwandais consiste à se comporter et à être traité continuellement et publiquement comme citoyen du Rwanda par les autorités et les populations de ce pays. Le ministère public l'a décrit comment il a la facilité, avant d'entrer à Goma, il passe par chez lui au Rwanda. Comment il est entré dans l'armée comme militaire? Ce n'est pas partir de l'armée zaïroise. Il a été recruté par son oncle James Kabarebe. Et donc, lui, il est traité comme tel. C'est ça la possession d'État de Rwandais. Le peuple rwandais, Paul Kagame, James Kabarebe, le traitent comme leur frère, comme leur compatriote. Alors que quand nous venons ici, les enfants kabyles le contestent.
lui réclament le test ADN pour comparaison. Quand nous revenons ici chez nous, notre nationalité ne peut être détenue concurremment avec une autre, alors que le Rwanda le permet. Article 3. Sont rwandais. L'enfant légitime né d'un père rwandais, comme le cas de papa Christopher Kanambe. 2. L'enfant légitime né d'une mère rwandaise et d'un père sans nationalité ou de nationalité inconnue. 3. L'enfant naturel dont le père, à l'égard duquel la filiation a été établie, est rwandais. 4. L'enfant naturel né d'une mère rwandaise lorsque sa filiation paternelle à l'égard d'un père de nationalité étrangère. Et donc, nous revenons que nous ne pouvons pas aller au gouvernement si le ministère public lui-même ne produit pas l'acte que nous allons contester, que nous allons présenter au gouvernement pour que la déchéance ait lieu. On ne déchoit pas celui qui n'a pas de nationalité. Ici, chez nous, la nationalité congolaise s'établit uniquement par le certificat de nationalité. Chez nous, il n'y a pas de possession d'état de Congolais. Cela étant dit, nous souhaitons que le ministère public évolue déjà dans son envolée scientifique et professionnelle en disant que vous êtes souverain de qualification parce qu'il sait très bien les conséquences. Nous avons été menacés par le proche de Kabila toute la soirée d'hier. Il pense que cette question c'est une question politique. Ce n'est pas une question politique. C'est une question juridique. Et SIFA est présente que Kabila s'offre avec SIFA, qu'on constate qu'il serait le fils de SIFA. Les enfants Kabila lui réclament, il refuse de s'offrir. Donc, on nous dit, et voici ce qui se passe maintenant dans la boîte politique du prévenu. Vous les condamnez pour trahison, vous faites de lui automatiquement un Congolais. Est-ce que vous avez la preuve au dossier? Et alors, c'est lui qui a posté, ce fut un certain ancien directeur de cabinet. Il souhaite lui-même, vous comprenez maintenant l'intérêt, il souhaite à tout le moins que le prévenu soit condamné pour trahison. Est-ce que vous comprenez l'intérêt? Mais ils évitent tout simplement l'espionnage. Mais nous, comme République démocratique du Congo, nous vous disons, dans le dossier, vous n'avez pas de preuves, notamment, précisément plutôt, le certificat de nationalité. Or, l'infraction d'espionnage peut être commise par un étranger dont la preuve de l'extranéité peut être prouvée, tout comme elle peut être commise par un apatride. Si vous ne considérez pas Kabila comme rwandais, considérez-le que, à défaut de rapporter qu'il est rwandais, à défaut de rapporter qu'il est congolais, il est apatride et par conséquent, il est susceptible de commettre l'infraction d'espionnage. Nous avons dit et nous vous remercions. Je ne serai pas assez long parce que finalement tout ce que j'allais dire a été vidé. Félicitations à l'auditeur général. Il nous a partiellement consolés en requérant la condamnation à mort avec exécution immédiate. Moi j'ajoute sur minute. Arrestation immédiate, pas exécution. J'ai dit arrestation immédiate. Oh, ah, je pense que c'est exécution immédiate. Ah non. Là, je deviens triste encore. Ok. J'aurais aussi souhaité que le contrat judiciaire soit étendu à Kagame et Kabarebe, mais bon, je ferme la parenthèse.
Félicitations, l'organe de l'ONU présente un travail bien fourni, les confrères l'ont dit. Sauf qu'il n'a pas tenu compte du contexte de la commission du crime. C'est ça le problème. Tenu compte du contexte de la commission du crime. Nous sommes, comme il l'a dit, dans une logique de conflit armé que moi j'appelle international. Parce que finalement, Rwanda ne se cache plus. Maître, mais le problème, c'est comme ça. Attendez, maître. Vous êtes sûr qu'il n'a pas tenu compte du contexte? Vous êtes sûr? C'est ce que je vais démontrer selon moi. Kabila vient, traverse la frontière du Congo sans visa et sans passeport rwandais. Donc c'est un clandestin qui atterrit chez nous. Et c'est à ce titre qu'il s'occupe de la gestion du carburant à Goma. Je sais que dans le monde du secret, que ce soit le renseignement militaire ou non, dans l'espionnage, on ne prospère pas avec sa vraie identité. C'est comme ça que ça fonctionne. Et lui ne pouvait pas faire autrement. C'est pourquoi il va prendre le nom de Joseph Kabila. Alors, je prends l'hypothèse, il est congolais. Alors, il s'appelle comment? Joseph Kabila ou Joseph Kabila Kabang? Prenons l'hypothèse qu'il soit congolais. Quel est son nom? Or, l'article 56 du Code de famille est formel. C'est une disposition impérative. Ou vous vous appelez Joseph Kabila, ou vous appelez Joseph Kabila Kabang. Alors lui, il s'appelle comment? C'est ça le problème. Et quelle est la position que la Cour va adopter? Nous disons à la haute Cour qu'il n'est pas congolais. Et, mes confrères l'ont dit, les présomptions sont constantes et immuables. Et elles se concordent. Alors, la difficulté que nous allons avoir, je n'ai pas oublié à la première audience, le ministère public nous présente, Madame le greffier lit le libellé de prévention, et c'était la fête ailleurs. Enfin, on reconnaît qu'il s'appelle tel et il est congolais. Imaginez, M. le Président, là ils attendent l'arrêt, qu'il soit condamné pour trahison. Nous proposons ceci, tout en respectant la position du ministère public, qui dit la même chose que nous. Nous vous donnons les faits. En fait, l'organe de la loi vous a donné les faits. Mais vous êtes libre de le qualifier. Et quand vous allez le qualifier, si je peux terminer sur le premier, quand vous allez le qualifier, vous allez tenir compte de toutes les preuves que nous avons apportées, qui n'est pas congolais. J'ai dit. Merci. Je crois que le ministère public... Pour saisir les instances judiciaires, les instances compétentes quant à ce. Je suis d'accord avec vous. Mais j'ai également souligné que le juge est saisi des faits et non des qualifications. Et il appartient au juge de donner en fait la qualification la plus adéquate. Donc, il y a une couverture. Par rapport à la constitution. Rappelez-moi, madame. Les biens. Vous demandez de solliciter la gouvernement, il faut bien justement nous communiquer la liste des biens appropriés. C'est comme ça que quelque chose se passe. Moi, j'ai identifié plusieurs biens, les services ont identifié, c'est versé au dossier. Donc, j'ai demandé qu'on puisse confirmer la mise sous ces caisses des biens. Donc, il y a cette garantie. Si vous avez d'autres preuves, vous n'avez pas encore déposé, vous n'avez pas encore déposé les notes de plaidoyer. Si vous avez d'autres éléments, le compléter et le juge pourra extraire le monde. J'ai dit je vous remercie. Cher allié. Si vous payez un mois. Maître, non. Non, non. Je crois que la haute cour est suffisamment édifiée et elle va se prononcer sur cette cause en âme et conscience. Bien sûr, le texte dit qu'on prononce dans le délai légal. Et c'est ce que nous allons faire. Sur ce, le commandant police d'audience est tenu de prendre le commandement
pour qu'on puisse suspendre. Attention, monsieur le caméraman, reculez un peu. Votre caméra coûte cher, hein? La haute cour n'a pas assez de moyens pour... Monsieur le premier président de la haute cour militaire, mon général, l'audience de séjour est suspendue. Elle est suspendue et elle reprendra, comme je l'ai dit, dans le délai légal lorsque la haute cour sera prête pour prononcer son arrêt. Armes au pied, repos. À votre nom, mon général. Top Chronique TV, c'est votre chaîne sur YouTube. Abonnez-vous. Ne manquez plus aucune émission. Voilà.